Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'une fois n'est pas coutume, je vous demanderai vite de liker, commenter, partager. Vous le savez, nous sommes censurés, nous sommes strikés, nos vidéos sont shadow bannées, victimes de shadow banning, hein, donc on efface toutes les vidéos qui dérangent. Et vous le savez, sur cette chaîne, on ne dérange pas forcément nos milieux, mais par contre, on pose de sacrés soucis parce qu'on se parle en toute franchise et les invités sont libres de leurs propres paroles. Ce soir, nous recevons le docteur Yves Couvreur, médecin belge, alors médecin anatomopathologiste, ouf, j'ai réussi à le dire, qui va nous parler ce soir du Covid, faire un petit retour sur le Covid de manière générale et non pas que l'injection, et vous allez le voir, il n'a soigné non pas moins de 350 cas de Covid avec 100% de réussite et zéro effet secondaire. Et on va l'accueillir tout de suite pour qu'il nous parle un petit peu de son métier déjà. Bonsoir, docteur Yves Couvreur. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Madame Philippe, avec grand plaisir. J'observe avec plaisir également que vous êtes striké, ce qui montre que vous faites un travail de qualité. Je ne veux pas dire que j'espère que nous sommes strikés, mais ça serait quand même une petite fleur à la boutonnière. Oui, j'espère pas non plus. Alors, docteur, qu'est-ce qu'un médecin il faut que je le redise, anatomopathologiste, s'il vous plaît, pour les Alors d'abord, spectateurs qui ne connaîtraient pas. c'est un mot qui est un barbarisme puisqu'il associe un préfixe grec à un suffixe latin, ce qui est la définition même d'un barbarisme. Mais oublions ça. Un anatomopathologiste est la personne que vous ne voyez pas, mais qui s'occupe des petits prélèvements qu'on vous fait, essentiellement des biopsies de peau, des biopsies gastriques, ou qui s'occupe de vos pièces opératoires pour faire un diagnostic dessus, que ce soit des maladies inflammatoires, mais le plus souvent quand même diagnostic cancer, pas cancer, qui donne un stade aussi, donc qui, si vous voulez, prépare le travail de l'oncologue. Et ça, c'est un versant. Et puis, il y a un versant moins connu qui est les autopsies, mais les autopsies à caractère non médico-légal, ce qui est en soi une absurdité, puisque quand on demande une autopsie, c'est justement parce qu'on n'est pas tout à fait sûr du processus qui a amené à ce décès. Je pourrais en parler là-dessus. Il y a pas mal à mon avis, dans médecine légale, de choses à dire dans ce pays qui ferait froid dans le dos. Voilà. Très bien, merci beaucoup, docteur. Du coup, on va se parler ce soir et on va se parler d'un sujet qui est assez délicat et qui divise pas mal dans la dissidence, justement, mais bon, pas que, hein, parce que j'ai écouté plusieurs de vos émissions, nous avons échangé, bien entendu, beaucoup ensemble, ces derniers temps particulièrement, et beaucoup dans la dissidence, justement, comme moi j'ai pu le faire à un temps, hein, effectivement, jusqu'à ce que je comprenne que en fait, j'étais dans l'erreur, très certainement, que ce sont les personnes injectées, puisque je ne pourrais pas employer le mot vaccin, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça que, voilà, je ne peux pas l'appeler autrement, que une injection expérimentale, qui plus est. Beaucoup pensent que c'est justement tous les décès qu'on a, les problèmes de santé majeurs, pensent que c'est dû à l'injection et que du coup, les personnes qui n'ont pas reçu ces injections sont protégées. Mais vous parlez du Covid en général, de cette arme biologique, hein, ce sont vos mots, qui en lui-même, enfin en elle-même, pardon, cette arme biologique provoque également les mêmes symptômes et des effets, notamment de ce que vous appelez plutôt vous le Covid chronique et non pas le Covid long, mais on a marqué comme ça parce que ça parle plus aux gens. Donc j'aimerais qu'on éclaircisse un petit peu ça avec vous ce soir, s'il vous plaît. Alors, on va commencer d'abord par le Covid lui-même. On discutera un peu du vaccin après. Donc, le Covid, effectivement, est une arme qui a été développée en laboratoire sur un socle qui avait été fait à l'Institut Pasteur. Bon, on leur dit bonjour et on verra bien s'ils font un procès. Mais en tout cas, en état de cause, c'est le professeur Frédéric Tanguy qui a pris un coronavirus, qui y a greffé la première fois, je ne sais plus en quelle année précisément, un morceau de la malaria dans l'idée géniale de faire un vaccin contre la malaria. Ça n'a pas marché. Il a repris la même chimère une dizaine d'années plus tard. Il a greffé un morceau de VIH en se disant cette fois je ferai un vaccin contre le VIH. Ça n'a pas marché non plus. Mais certains esprits noirs tordus se sont vite rendus compte que cette chimère pouvait servir à d'autres choses et on a fait ce que on appelle des gains de fonction, c'est-à-dire qu'en laboratoire et surtout aux États-Unis et peut-être même dans des laboratoires militaires ou paramilitaires, on a fait cette modification qui a abouti au lâchage du Covid-19 fin 2019, qui n'avait rien à voir avec le pangolin, mais qui avait tout à voir avec un processus tout à fait bien calculé de
un virus modifié en laboratoire et derrière un processus d'injection vaccinale, les deux allant parfaitement ensemble du point de vue des gens qui ont concocté ce complot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, c'est pour le Covid. Déjà, l'idée de essayer de fabriquer un vaccin contre les virus à ARN est une absurdité. L'idée de vacciner en plus dans une période épidémique est une deuxième absurdité, mais à ce stade-là, on ne compte plus. Nous sommes dans la générosité de la folie. Et on avait essayé. Il n'y a jamais de vaccin contre l'hépatite C, qui est un virus ARN. Il n'y en a pas vraiment contre la grippe, ça ne marche pas, contrairement à ce que les firmes racontent. Il n'y en a pas contre le VIH, c'est chaque fois des virus ARN. Il y a des traitements. Ça oui, il faudra en reparler. Il y a des traitements contre l'hépatite C qui marchent très bien. Il y a des traitements contre le sida qui marchent très bien. Mais à partir du moment où on a un traitement comme l'ivermectine qui ne coûte pas cher et qui marche très bien, ça ne va plus du tout pour les gens qui ont mitonné ce processus diabolique. Alors, voilà ce qui est pour le Covid. En ce qui concerne l'injection vaccinale, alors là, il faudra revenir un jour là-dessus, se demander comment ça a été possible d'envisager ça après un an où on voyait bien que ce virus tuait très peu en aigu. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas tuer en aigu. Moi-même, j'ai failli y rester fin 2021, mais comme je savais me traiter, je sortais régulièrement de mon coma pour m'injecter ce qu'il fallait et en sortir. Donc, en aigu, c'est quand même une maladie qui peut être dangereuse. C'est tout à fait vrai, mais si elle est bien traitée, elle est tout à fait gérable. Tout à fait gérable. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et que vous avez évoqué, c'est le passage de cette infection aiguë à une infection chronique. Pourquoi j'utilise le terme de Covid chronique et pas de Covid long? D'abord, le terme de Covid long n'existait pas jusqu'à la mi-2021, où on parlait à ce moment-là très justement de Covid persistant. Mais de nouveau, les mêmes individus qui sont à la manœuvre ont dit non, non, c'est un Covid long, très bien. Donc ça veut dire longueur, ça veut dire fini, donc ça veut dire que ça s'arrête tout seul à un moment, le Covid. C'est faux, c'est faux. Le mot long n'a jamais existé en médecine, du moins dans ses composantes inflammatoires, sauf depuis 2021. Mais la création médicale, scientifique médicale depuis 2019 est devenue absolument extraordinaire. Donc le Covid chronique ne peut ne pas s'arrêter. Comment ça se passe en général, puisque je suppose que c'est une question qui est sur les lèvres de tout le monde? Ça peut être un Covid assez aigu, une forme de grippe méchante, mais ça peut être également, et c'est beaucoup plus grave, un rhume, ou même passer complètement inaperçu. Les gens ne se rendent pas compte, ils ont un peu perdu l'odorat. Et puis ils vont rester avec une fatigue inexpliquée pendant des semaines, voire des mois. J'ai des patients qui ont eu un Covid chronique pendant 2 ans, et ces patients, malheureusement, sont très largement, non pas détruits, mais abîmés. Et de manière, à mon avis, irréversible. Ces patients sont assez souvent non vaccinés. Alors, comment ça se passe? C'est un épuisement du système immunitaire par la persistance de la spike qui vient titiller ce système immunitaire qui s'effondre finalement sur lui-même, ce qui rappellera à tout le monde le VIH. Et quand on se rappelle qu'il y a un morceau de VIH dans cette chimère qui a été créée, merci Monsieur Frédéric Tanguy, ça ne doit pas surprendre. Ça ne doit pas surprendre du tout. Donc c'est une maladie insidieuse qui ressemble à une grippe dans ses formes aiguës, parfois un rhume, mais qui dans ses formes chroniques ressemble à un sida. Voilà, donc syndrome d'immunodéficience acquise. Alors ça ne veut pas dire VIH parce que des gens font l'équation VIH-sida. Non, on peut avoir un sida sans avoir de VIH et on peut avoir du VIH sans avoir de sida. Donc c'est une condition qui est dramatique parce que elle pourrait être traitée rapidement, convenablement. Je ne dis pas définitivement, parce que le Covid est une maladie qui n'est pas immunisante. Et j'ai des patients que j'ai traités l'année dernière, pendant les fêtes, une dame assez âgée, je la traite pour son Covid aigu, elle guérit, et 2 jours après, paf, elle recommence. Oui, mais elle avait été voir ses petits-enfants qui étaient tous enrhumés, entre guillemets, et donc pas 2 jours après, elle a remis le couvert. Donc, on peut faire un Covid, et surtout, s'il vous plaît, ne songez pas aux anticorps.
Les gens qui ont la syphilis ont des anticorps, ça ne les empêche pas d'avoir la syphilis. Ceux qui ont le Lyme, comme moi je l'ai eu, ça des anticorps, ça ne les empêche pas d'avoir une maladie de Lyme active. Et on peut multiplier les exemples. Seulement aujourd'hui, on est dans le quantitatif, alors il y a des oiseaux qui sont très heureux d'avoir 5 000, voire 10 000 d'anticorps anti-covidiens. Donc c'est voilà. Donc, je vois quelqu'un qui dit c'est mon cas, docteur Couvreur, je suis sans arrêt enrhumé et fatigué depuis le Covid. Ben oui, vous avez un Covid chronique, il faudrait vous traiter dardard. Bon, maintenant je vais demander à votre médecin, ça sera un exercice assez Bon intéressant. courage. Bon courage, bon courage. Donc voilà, déjà si ce médecin ne vous dit pas de vous vacciner, parce que ça j'ai déjà entendu, hein, des gens qui avaient un Covid chronique, et dans les patients, vous avez fait allusion, au départ je ne prenais pas pour des raisons politiques, qui s'appellent les injectés, j'en ai quand même soigné une bonne vingtaine finalement. Au fond, il n'y a pas de différence de pathogénie entre les vaccinés et les non-vaccinés, simplement, entre guillemets, les vaccinés prennent souvent le raccourci et ont une évolution beaucoup plus rapide. Je suspecte d'ailleurs que certains des patients, en 2021, avaient déjà un Covid chronique. Ils se sont laissés injecter, parfois de manière écervelée, je dois bien le dire, parce que quand on va sur ses genoux à la deuxième injection alors qu'on n'a pas supporté la première, je regrette, c'est quand même un manque de cervelle. Et il faut appeler un chat un chat. On a discuté off. Alors, les médecins sont très largement coupables de ce qui se passe, mais je trouve que la population en elle-même n'a pas fait preuve de beaucoup de courage là-dedans. Les électeurs sont à blâmer également. Les restaurateurs ont été les supplétifs des flics pendant bien longtemps. Les flics eux-mêmes, soi-disant, obéissent aux ordres. On a déjà entendu ça pour faire rouler les trains vers Auschwitz il y a plus de 80 ans. Donc, que tout le monde balaie devant sa porte en disant quelle est ma part de responsabilité dans la catastrophe, parce que ce que nous vivons est une catastrophe. Voilà, mais je descends de ma chère vérité et je vous laisse la parole. Merci pour ces précisions. Il y a eu plusieurs choses que vous avez dites, évidemment, notamment qu'il y a effectivement les mêmes. Moi, je traduis en mes mots. Hein, je suis pas médecin. Les mêmes symptômes, les mêmes pathologies finalement chez les injectés et les non injectés. Et ça, c'est hyper important. Vous avez parlé d'anticorps aussi. Et il faut faire attention parce qu'on entend hein, ça sur nos réseaux dissidents, en tout cas, d'aller tester les anticorps, d'aller faire ci, effectuer. Hein. Et effectivement, en voyant que les anticorps sont bons, à tort du coup, si je vous écoute, j'écoute ce que vous dites, je traduis pour le public, du coup, on peut penser qu'on est immunisé, protégé et qu'on n'a pas de déficience immunitaire. C'est tout à fait vrai. Problème de défense immunitaire. C'est tout à fait vrai, mais les esprits sont simplistes et évidemment, oui, on m'a obligé de m'injecter pour me faire opérer. C'est évidemment absolument illégal et antidéontologique. Je viens de mettre un article sur ma page Facebook montrant que le code pénal déjà pouvait agir en disant vous faites une ségrégation entre les citoyens, en Belgique en tout cas, et vous êtes passible de correctionnel. Le code de déontologie, et cet après-midi je reçois un bulletin de l'ordre en disant non, on n'a pas le droit de refuser des patients sous prétexte qu'on ne partage pas leur opinion. Alors quand les patients se comportent mal, je peux comprendre que le médecin n'ait pas envie de le soigner. Moi, ça m'est arrivé avec une injectée en tout cas, de dire madame, écoutez, on ne peut pas travailler ensemble, vous êtes une manipulatrice et je préfère que vous alliez voir ailleurs. Mais de nouveau, que les gens qui me disent j'ai été obligé, j'ai tout entendu avec j'ai été obligé. J'ai même entendu un zozo qui m'a dit un jour j'ai été obligé pour aller à la salle de sport. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc non, 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 non. Que chacun se dise est-ce que j'ai fait preuve de courage dans cette affaire et puis qu'il apporte sa propre réponse. Mais ne pas toujours se défausser en disant j'ai été obligé. Le seul cas où on est obligé, c'est ce que j'ai eu avec une de mes victimes d'armes électromagnétiques, Gisèle, qui là a été prise quasiment entre deux flics et injectée, accessoirement en Norvège d'ailleurs. Donc ça, c'est effectivement une obligation. Mais ça nous entraîne en dehors de ce que je raconte. Ça ne doit pas surprendre que les injectés et les non injectés face au Covid aient à peu près les mêmes réponses. Pourquoi? Parce que
au fond, c'est la protéine spike qui est le centre de tout. Alors, dans leur génie, probablement maléfique, peut-être par bêtise, ceux qui ont conçu cette injection se sont dit on va prendre la protéine spike, celle qui permet l'accrochage du virus, on fera simple, parce qu'il y a des gens qui disent il n'y a pas de virus, peut-être bien, je m'en fiche. En tout cas, il y a un processus infectieux et contagieux qui s'accroche aux cellules et les infecte. Mais elle s'accroche de préférence sur une forme de récepteur qui est le récepteur ACE, récepteur de l'angiotensine convertase, qui se trouve essentiellement sur les cellules des parois des vaisseaux, aussi bien les artères que les veines et probablement d'ailleurs les lymphatiques. Puisqu'elle est dangereuse quand dans sa forme sauvage ou dans sa forme injectée, qu'il y a très peu de différence. Je crois qu'il y a 2 acides aminés sur les 3000, les 1200, les 1200 à 1400 de la spike. Il y a très peu de différence. Donc, il n'est pas étonnant que quelque chose qui est à peu près identique donne les mêmes résultats, que ce soit par le génie de la vaccination, entre guillemets, soit par la faute à pas de chance et qu'on le chope. Alors, Éric Loridan m'a posé la question de savoir pourquoi certains étaient plus atteints que d'autres. Il y a des prédispositions génétiques, parce qu'on a beaucoup de tel type de récepteurs ACE avec des mutations ou pas. Il y a évidemment un polymorphisme, mais que chacun sache et pénètre bien de l'idée suivante. Toute infection Covid se fait par un variant, puisque c'est un virus ARN, il n'arrête jamais de muter, un variant sur un génome de la victime et en même temps sur le système immunitaire à ce moment-là de la victime. Par conséquent, on peut très bien avoir des symptomatologies très différentes avec, on va dire, pour un même variant statistique à ce moment-là, on peut très bien avoir des réponses très différentes. Des gens vont faire un rhume, d'autres vont faire, comme j'ai fait, une encéphalite aiguë, ou bien ils vont vous faire des lésions cutanées, des gastro-entérites terribles, des angines épouvantablement douloureuses. Oui. Donc ça ne doit pas surprendre qu'il n'y ait pas de différence fondamentale entre vaccinés et non vaccinés, puisque justement les génies qui ont présidé à la mise au point de cette injection ont pris la partie la plus dangereuse du virus pour concocter cette cuisine de sorcière. Donc, voilà, en fait, il crée aux malheureux qui reçoivent ça un Covid que peut-être ces gens n'auraient jamais eu et certainement pas sur une forme aussi terrifiante parfois. Merci docteur. Vous avez dit aussi et montré, bon voilà, c'est sorti de toute façon. Alors même si en France, sur les médias de grand chemin mainstream, c'est difficile d'entendre ça, mais que c'est une arme biologique. Donc il y a une intention derrière. Quand vous parlez de génie maléfique, évidemment, nous savons bien et nous avons bien compris dans la dissidence en tout cas, pas tous, puisqu'on en parlait en off juste avant l'émission, vous me disiez encore que beaucoup allaient à l'injection et aux injections, différentes injections qu'on proposait. Comment vous pouvez expliquer du coup que des médecins se sont pas levés, ont appliqué, pas que des médecins d'ailleurs, tous les personnels médicaux, les infirmiers, etc., dans les vaccinodromes. Alors je sais même pas s'ils étaient infirmiers, stagiaires, je sais pas, mais bon voilà. Comment c'est possible du coup que des médecins de vos confrères ne soient pas tous levés en masse? Question délicate, je sais. Bon, moi je connais votre réponse, mais Bon, c'est intéressant qu'on en parle. non, je ne pense pas que ça soit délicat. C'est une expérience de 1000 grammes à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la soumission à l'obéissance. C'est toute une cascade, une pyramide. À partir du moment où vous avez l'OMS très corrompu, naturellement, financé par Gavi, Monsieur Gates, et l'État américain qui ne vaut guère mieux, à ce moment-là, il fait descendre ce qu'il a envie de faire descendre, puisqu'il n'est jamais là que par la corruption qu'il y a amené, avec des mots d'ordre. Alors, aujourd'hui, il y a eu une création intellectuelle intéressante dans le milieu médical. En 2021, l'Ordre des médecins, qui a toujours appelé depuis que je suis tout petit, à la liberté thérapeutique, tout d'un coup, a
soumis à un oukase en disant si vous ne vaccinez pas, vous aurez des sanctions, etc. Je suis sûr qu'en France, ça a été la même chose. Donc, ils se sont complètement retournés. Autant c'était la liberté avant, c'est devenu l'imposition. Et alors, ils ont inventé le concept de Covid long, mais ils ont inventé aussi quelque chose d'assez rigolo qui s'appelle le consensus scientifique. À quoi j'ai répondu d'ailleurs à mon président de l'ordre que j'ai eu le privilège d'avoir une demi-heure au téléphone. Il me dit, mais le consensus scientifique, je dis, monsieur le président, c'est une contradiction dans les termes, ça s'appelle un oxymore. Pourquoi? Parce que la science, c'est justement le refus du consensus et la remise en cause perpétuelle. Vous savez, Einstein, il était le seul à avoir raison contre tous ses confrères physiciens. Je me compare pas à Einstein, mais c'est comme ça. Donc, qu'on ose accoler le mot de consensus avec science montre bien qu'on était tombé dans un autre monde. Alors, cette pyramide s'est développée jusqu'en bas avec un mélange d'inquisition, de peur, de menace et en même temps d'arrogance. En disant nous sommes les sachants, hein, nous ne nous remettons plus en question, nous avons un diplôme, donc forcément on sait. Et alors le piège s'est refermé. Alors, en mars 2021, j'ai dit à Kéros, ça va être un massacre sans nom. J'étais encore en dessous de la vérité. Donc il y avait moyen de savoir en 2021. D'autre part, on savait très bien en 2021 que cette maladie, si elle avait été convenablement soignée, mais là aussi, au point de vue thérapeutique, il y a eu une mafia qui s'est jetée sur tous les médecins qui ne faisaient pas du Dafalgan ou ce que vous appelez en France l'équivalent, du Doliprane, eh bien, vous allez avoir de très sérieux ennuis. Et donc, à ce moment-là, vous amenez, je prends les médecins, mais c'est valable comme vous l'avez dit aussi, mais enfin bon, il y a eu des pompiers qui ont vacciné, je veux dire, on est arrivé dans un tel état de délire que tout est permis. Mais restons sur le cas médical, ils se sont soumis et ils étaient déjà préformatés par leurs études, et donc tout à fait normal qu'ils aient, enfin si je viens disparaître, mais je suppose que je suis revenu, voilà, ils se sont Ouais, non, soumis à mais l'autorité, on a mais des une fois que problèmes ce vous soir. avez fait ça, oui, vous en faites pas, une fois qu'ils ont fait ça, vous comprenez, aujourd'hui mes confrères, maintenant plus de 3 ans après, que peuvent-ils faire? Ils ont poussé au vaccin alors qu'ils ne savaient rien, ni de l'efficacité, ni des effets secondaires, ni rien. Ils savaient juste une chose, c'est qu'il n'était pas nécessaire. Ça, ils devaient le savoir. Mais ils n'ont pas voulu le savoir, parce qu'on leur a dit de le faire. Mais une fois qu'ils l'ont fait, qu'ils ont poussé au vaccin, qu'ils ont refusé le traitement à l'ivermectine, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Aujourd'hui, fin 2024, mes confrères sont enfermés dans un piège psychologique dont ils ne peuvent pas sortir, parce que s'ils en sortent, c'est reconnaître qu'ils ont du sang sur les mains, et je le leur dis très clairement. Donc, je vais passer l'âge d'aller à l'ordre des médecins, j'y vais régulièrement, c'est pas grave, ça sera une fois de plus. Mais je le dis solennellement, chers confrères, vous êtes tous aujourd'hui arrivés dans une impasse, et je ne sais comment vous allez pouvoir vous en sortir. Mon métier m'a permis de ne pas être dans la sauce autant que vous. J'ai eu plus de chance que vous en étant plus âgé et en n'étant pas mêlé à ce processus de relation au patient. Je n'en tire donc aucune gloire, j'aurais peut-être fait aussi mal et peut-être même pire si j'avais été à votre place. Je ne vous en veux donc pas, pardon. Mais aujourd'hui, sachez que vous ne pouvez plus faire autre chose que du déni. Et c'est là où nous en sommes. Et on peut faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Et maintenant, puisque vous avez évoqué le cas des milieux résistants qui sont dans un état presque aussi pitoyable intellectuellement, alors je vais encore me faire mal voir et me faire traiter d'arrogant, de violent, etc., etc. Mais enfin, M. Perron bat les tréteaux pour parler à juste titre des vaccins ARN, mais enfin, il oublie de dire qu'il a été un grand propagandiste, et qu'il l'est toujours, des vaccins non ARN, sans jamais demander, oui, mais bon, je suis en train de combattre les vaccins ARN, mais est-ce que j'ai bien fait de faire ça pendant 20 ans? La réponse est Perron ne veut pas en parler. Je ne dis même pas qu'il ne veut pas parler du graphène, du nano, hein, ça, il n'est pas question d'en parler, il a tous les faux fuyants qu'il faut. Prenez l'exemple de Raoult. Ben, Raoult a quand même demandé en 2021 qu'on vaccine les soignants. C'est lui qui ne parle que de l'hydroxychloroquine, qui n'est pas un bon médicament pour traiter
le Covid, qui a quelque intérêt en termes de prophylaxie, mais guère plus. Et il ne vous parle jamais d'ivermectine. Par contre, il est un grand soutien du garde-asile. Donc voilà, vous avez Madame Stuckelberger, qui s'affuble d'un titre de docteur alors qu'elle n'est pas médecin. Évidemment, c'est une tromperie sur la marchandise. Elle est peut-être docteur en je ne sais tout quoi, mais c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Et qui traite votre serviteur de criminel, parce qu'il traite à l'ivermectine et qui croit à la filière ARN spike, puisque l'ARN permet la production de la spike qui est en enzyme humaine. Ce qui fait que l'ivermectine n'aura jamais de résistance, puisqu'elle s'adresse, elle bloque cette protéase humaine, elle n'est donc pas dépendante du variant Covid. Donc c'est un merveilleux médicament, et elle fait le plaisir de dire, je crois 350 ou 400 traitements, je n'ai jamais eu de problème avec l'ivermectine. Jamais de problème sérieux, en tout cas, jamais d'allergie. Les seuls problèmes que j'ai eus, c'est de l'allergie à une forme de corticoïde, 2-3% des cas. Je n'ai rien eu d'autre. Il y a quelques patients qui sont allés à l'hôpital, mais pour des questions de convenance personnelle, ou, en tout cas, j'ai le souvenir d'une patiente, ça fera peut-être histoire de chasse, mais c'est des choses vécues. Le patient n'était pas vacciné, le fils non, le mari non plus. Le mari avait une tumeur, une bonne grosse tumeur pulmonaire, et il a bien résisté à son Covid. Par contre, la mère et le fils ont eu des atteintes cardiaques majeures, avec le garçon ayant un rythme cardiaque à 120, 130 à 20 ans, ce que certains confrères apparemment au repos trouvaient normal. Et elle faisait du 130, et puis elle tombait à 5 pulmonaire, mais d'origine de rythme cardiaque. Donc ça vous montre que cette bestiole est dangereuse pour les vaisseaux, ce qui explique tous ces problèmes de thrombose, d'atteinte des petits vaisseaux, mais également elle est capable d'atteindre directement le cerveau. Donc je vous ai cité le cas de votre serviteur ce soir. Ce qui s'est passé chez moi, c'est que j'ai commencé à avoir un problème respiratoire, tousser, après à peu près 6 jours après avoir été infecté, par un ami d'ailleurs, qui se reconnaîtra. Et j'ai développé progressivement un état comateux. Pourquoi? Parce que mes vaisseaux avaient été abîmés par la spike, que ces vaisseaux abîmés laissaient passer à travers les vaisseaux abîmés la protéine spike, qui est quand même une grosse protéine, 1200, 1400 acides aminés, ça ne passe pas ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique comme ça ne la passe qu'à partir du moment où les vaisseaux protecteurs ne protègent plus. Et à ce moment-là, ça va s'attaquer directement au tissu nerveux, par une protéine, peu importe, en neuropiline, et voilà. Donc vous avez des atteintes vasculaires, mais vous avez également des atteintes nerveuses. Certains patients non vaccinés qui n'ont pas été traités pendant près de 2 ans présentent pour la plupart ce qu'on appelle une polyneuropathie, c'est-à-dire que les nerfs périphériques sont endommagés et à manière irréversible. On pourra discuter, si vous le souhaitez, de pourquoi ces nerfs sont abîmés, et ils ont également, pour 2 d'entre eux au moins, des lésions cérébrales qui, pour une d'entre elles, ressemble à quoi? À une sclérose en plaques. Elle n'a pas de Covid non soigné, que son système immunitaire ne peut plus revenir à l'équilibre. Et l'autre patient auquel je songe et à qui je dis bonjour, c'est la même chose. Il a un système immunitaire complètement perturbé. Et malheureusement, il le sait, on voit dans sa prise de sang l'apparition d'une sous-population de lymphocytes, donc de globules blancs, qui se multiplient par 2 tous les 6 mois. Et on ne peut pas ne pas songer et prolonger la courbe en disant il va peut-être se passer quelque chose de très désagréable au bout. Mais quand je l'envoie chez des confrères hématologues, oh, c'est rien, ça va s'arranger tout seul. Enfin, ils n'en ont jamais vu, mais c'est pas grave, ça va s'arranger tout seul. Donc vous voyez l'état déplorable de la médecine actuelle dans laquelle nous sommes. Ils enferment les gens dans des boîtes diagnostiques. Que de fois n'ai-je pas entendu la maladie de Charcot? Non, c'est pas, confrère, c'est pas la maladie de Charcot. C'est une encéphalomyélite, puisque tout Covid
est une méningo-myéloencéphalite parce que ça touche le système nerveux central. Si vous perdez le goût et l'odorat, c'est parce que vos nerfs crâniens qui sortent du tronc cérébral sont atteints. C'est donc par définition une encéphalomyélite. Si vous avez des maux de tête, c'est parce que les vaisseaux des méninges souffrent et qu'il y a de l'inflammation. Et si vous faites des problèmes de nerfs périphériques, des espèces de pseudozonas, c'est parce que vos nerfs sont atteints là aussi. Et c'est assez difficile d'expliquer pourquoi un Covid n'est jamais ce que M. Yves Razir, dans sa grande connaissance du phénomène, appelle une grippette, mais ne veut pas discuter avec moi. Une grippette, ça n'est jamais une grippette. C'est toujours une encéphalomyélite, plus ou moins agressive, qui peut se résoudre, mais aujourd'hui, on estime que 20% de la population présente un Covid long, donc un Covid chronique. Et je pense que ce chiffre est sous-estimé. Pourquoi? Parce que ne viennent exprimer leurs symptômes que des gens qui constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous avez une fatigue peu explicable, enfin voilà, ça passe au bleu. Donc, c'est un phénomène, pour autant prendre le titre de l'émission, qui est aussi insidieux que massif et qui est en train de nous conduire à des catastrophes, alors que les diagnostics et les traitements sont disponibles et ils sont pas chers. Sauf que, par exemple, en Belgique, j'ai des refus de traitement à l'ivermectine parce que M. Van den Broek, le ministre de la Santé des gouvernements précédents, qui était d'ailleurs un champion de la corruption dans les années 80, qui brûlait des billets de la corruption et puis qui a été se refaire une virginité aux États-Unis, nous est revenu comme une momie de Big Pharma à nous expliquer que il fallait vacciner tout venant, et il a multiplié le prix de l'ivermectine par 100. Je suppose que, par hasard, le seul distributeur qui l'a autorisé et lui sont des gens qui s'entendent bien. Ça permet en même temps d'empêcher les gens de se soigner, ce qui est aussi sympathique dans le but de dépopulation qu'ils poursuivent. Et en même temps, ça permet de dire, mais vous voyez, il n'y a que le vaccin, il n'y a que le vaccin, il n'y a que le vaccin. Voilà, voilà où nous en sommes. Je dois dire que je suis admiratif d'une certaine façon de l'adversaire, ce que j'appelle la secte messianique. Et je ne citerai pas un autre mot derrière, parce que sinon vraiment vous allez vous faire striker. Mais tout le monde devine de quel mot il s'agit, ça commence par un P. Et là derrière, et ils ne se cachent pas, qu'ils veulent réduire la population de 95%. Et pour les 5% restants, ils sont en train de tester le matériel qu'il faut. Voilà. Oui, et ça fera peut-être l'occasion aussi, si vous le pouvez, parce que vous êtes très pris et très engagé, d'une autre émission peut-être sur justement le harcèlement psychologique et les ondes électromagnétiques. J'ai déjà reçu Cara aussi à ce sujet, puis je suis assez documentée avec d'autres personnes. Je vous ai mis en lien aussi hier soir avec une personne très investie là-dessus. Donc ce sera avec plaisir qu'on en discutera si vous le pouvez, j'espère. J'aimerais, docteur, qu'on revienne un petit peu sur l'ivermectine. Il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est bien l'ivermectine qui a été décrié, contesté par le Lancet, donc quand même magazine Je pense que scientifique, qui a c'était, été retiré. je pense que c'était l'hydroxychloroquine. Ah, C'est le même ok. magazine, voilà, c'est le magazine qui avait fait cette étude, à la tête de laquelle se trouvait une ancienne actrice porno. Comme je l'ai déjà Ouais. dit, j'ai rien contre les acteurs porno, mais je suis pas sûr que ce soit les personnes les plus idoines pour gérer ce genre de choses. Mais ça montre, et vous avez raison de le souligner, la corruption de la littérature dite scientifique, et on ne compte plus les articles qui ont été retirés dans les deux sens. Il y avait toute une équipe de malheureux indiens qui ont fait retirer un article parce qu'ils avaient dit qu'il y avait des morceaux de VIH dedans, début 2021, mais on a laissé des articles, et puis on a retiré les articles qui disaient que l'hydroxychloroquine ne valait rien. Non, l'ivermectine a été interdite carrément, mettons la FDA aux États-Unis, qui était également une entreprise privée d'ailleurs, avait décrété que l'ivermectine c'était bon pour les chevaux. Que de fois n'entends-je pas encore des patients qui reviennent vers moi en disant le pharmacien m'a dit que vous avez la gale. Voilà. Donc les pharmaciens ont aussi de responsabilité dans cette affaire. On leur dit bonjour. Oui, non, il y a eu une omerta et c'était le même principe. Madame Buzyn a arrêté l'hydroxychloroquine directement
en 2020, sachant bien qu'elle avait une certaine efficacité. Je ne pense pas que Madame Buzyn se retrouvera jamais devant un tribunal, c'est dommage, ça nous aurait intéressé. Mais l'ivermectine a suivi, si vous voulez, puisqu'on a dit oh, ben, l'hydroxychloroquine ça marche pas, ben, l'ivermectine c'est pour les chevaux, c'est pour la gale, donc n'en parlons plus, revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'injection ARN. Voilà. Alors, l'ivermectine, vous le disiez bien, et vraiment, c'est important d'insister parce que même si elle a été remise en vente, enfin en vente, en tout cas, on peut s'en faire délivrer si on a une prescription. Et je suis témoin, j'ai expérimenté, vous le savez, docteur, la semaine dernière, d'aller justement récupérer une ordonnance d'ivermectine, avec de l'ivermectine, et j'ai eu déjà, on a refusé la première fois l'ordonnance. Je suis retournée parce que je devais aller chercher ma fille, etc. Bref, je suis retournée quand même parce que je suis assez têtue. Et j'ai subi un arsenal de questions. Et le pharmacien, donc pas préparateur, le pharmacien, j'ai bien vu sa petite étiquette, m'a posé tout un arsenal de questions. Est-ce que j'ai le Covid? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me traite à ça, etc. Enfin, c'était du délire. Donc, il y a aussi le fait que des pharmaciens encore rechignent à nous délivrer les choses. Donc, si on n'est pas un peu têtu, un peu obstiné et sûr aussi et droit dans ses bottes, ben, on repart sans. Et en plus, vous me le dites, voilà, vous me le disiez, donc les prix ont augmenté. En Belgique, par exemple, alors nous en France, ça reste abordable, mais je crois que c'est dans les 9 € que j'ai payé la boîte de 4. 4 voilà. Donc c'est quand même pas donné non plus, mais je crois que On est à 30 hein, chez nous, on est à 30. voilà. Donc il faut pouvoir se les payer, il faut pouvoir se soigner du coup. Est-ce qu'on peut parler précisément de ce traitement-là que Oui. vous recommandez et pourquoi, s'il vous plaît, docteur? Alors, d'abord, je voudrais dire que ce traitement donne les résultats que j'ai dit, c'est-à-dire 100% de guérison. Bon, j'ai eu quelques cas que j'ai eu après 11 jours de Covid bien agressif. Bon, il s'en est sorti, mais enfin, c'était pas l'idéal. J'en ai eu quelques-uns qui avaient été soignés à l'homéopathie. J'en ai eu quelques-uns également qui avaient été soignés par des confrères dits résistants. Bien, mais qui ne voulaient pas utiliser l'ivermectine pour les mêmes raisons. C'est de frayeur de se retrouver dans le sein. Alors vous avez beau dire, mais j'ai 400 traitements, ça a bien marché. Ah non, non, non. Non. Et pour vous dire, et puis je reviendrai sur le sujet, mais pour vous dire le degré kafkaïen auquel nous sommes arrivés, du moins en Belgique. Un de mes confrères qui utilisait l'ivermectine s'est retrouvé en 2024 condamné. Et on dit, mais pourquoi je suis condamné? Vous voyez bien que ça marche. Et l'ordre n'a pas dit que ça ne marchait pas. Mais il a dit ceci. C'était assis. Vous avez raison, en 2024, ça marche l'ivermectine. Mais en 2021, ça ne pouvait pas marcher parce que c'était le consensus scientifique. Donc vous êtes condamné parce que vous n'avez pas obéi aux ordres. C'est ça que ça veut dire. Bon. Donc vous avez obéi à la science, mais vous n'avez pas obéi aux ordres. Donc le consensus s'appelle des ordres scientifiques. Bon, voilà. L'ordre porte bien son nom. Voilà où on en est aussi là-bas. Alors l'ivermectine, ça marche comment? Puisque nous faisons le constat que la partie dangereuse, c'est la protéine spike, il faut donc essayer de la bloquer pour deux raisons. D'abord par sa toxicité elle-même et ensuite parce que c'est le point d'accrochage du virus sur chaque fois une autre cellule. Donc, en bloquant la spike, on bloque son caractère toxique et on bloque en même temps la reproduction de ce virus. On va faire simple, même si dans nos milieux, on me prétend qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de virus. Soit, je m'en fiche. Donc, voilà l'effet de l'ivermectine. Et comment elle agit? Alors, elle agit d'abord sur la protéase qui active la spike, qui sort de ce brin d'ARN, qui produit une protéine. Cette protéine doit être épurée. Elle est épurée par une protéine humaine qui est une protéase. Et la spike empêche cette protéine d'agir. Par conséquent, la spike reste brute, elle est donc inefficace. Comme elle est inefficace, la multiplication du virus s'arrête également. D'autre part, l'ivermectine était tout au début un antiparasitaire, et comme les parasites, souvent intestinaux, sont parasités par Covid, vous faites coup double, puisque vous vous débarrassez du porteur du Covid qui est dans votre tissu intestinal et qui, pour moi, c'est ce portage qui est responsable pour l'essentiel du syndrome de Covid chronique, puisqu'il faut qu'une protéine spike soit produite quelque part. Voilà, donc je pense que c'est là que ça joue. C'est beaucoup plus logique que tous ces tenants de l'anatokinase et compagnie, je ne citerai pas de mots
charité chrétienne, mais parfois j'ai envie de le faire, qui ne font que s'adresser aux conséquences de la spike, c'est-à-dire aux microthromboses induites par la spike, compte tenu du fait qu'elle abîme les vaisseaux. Et on me prétend qu'en détruisant les produits, les sous-produits de la spike, on va résoudre le problème. Non, et c'est d'autant plus dangereux que une production de spike comme ça, continuelle, va se terminer comment? Cette spike va être dégradée par le corps humain quand même. Mais seulement les produits de dégradation, dans un certain nombre de ces produits, ça a été clairement démontré, s'appelle de l'amyloïde. L'amyloïde est à base de protéines et c'est un truc qui est indestructible et qui va se ficher dans tous les organes. Ça commence par le tissu nerveux, le tissu artériel, et ensuite tous les organes en font les frais, y compris le cerveau. Donc, vous voyez que c'est redoutable, cette spike, à plusieurs niveaux, ce qui est normal puisqu'elle a été fabriquée pour être redoutable. Et du coup, avec Voilà. l'ivermectine, il faut aussi cumuler d'autres molécules. Est-ce que vous pouvez les évoquer ou... Oui. Alors, sachant que, c'est ce que je viens de dire, ce concept d'encéphalomyélite, on a un processus inflammatoire déclenché par le Covid. Ce processus doit être bloqué parce qu'il signifie simplement que l'organisme ne sait plus où aller et tape dans le tas, si j'ose dire. Et il abîme un tas de choses, plus il perturbe son propre équilibre immunitaire. Bien. Je propose donc de donner des corticoïdes, d'abord parce que les symptômes se résolvent beaucoup plus vite, mais surtout parce que ça bloque une cascade qui parfois, même si vous enlevez la spike, est devenue irréversible. C'est-à-dire que cette cascade doit être arrêtée. Vous devez essayer de ramener le système immunitaire, d'abord en enlevant ce qui a provoqué sa folie, et ensuite en le ramenant gentiment au bercail avec un traitement court de médrol, par exemple. Ça permet également, ce médrol, d'éviter ce que certains patients qui ne veulent pas prendre de médrol, quand je réponds chaque fois, écoutez, tant pis, hein, le médecin n'a pas mal, mais ça permet de ramener les choses dans l'équilibre beaucoup plus vite. Donc, c'est un médicament indispensable. Alors, on peut rajouter, dans les formes où il y a une participation bronchique, on peut rajouter de l'azithromycine ou de la clarithromycine, ce sont deux antibiotiques, qui ont également la propriété de dézinguer un certain nombre de bactéries qui elles-mêmes sont porteuses de Covid. En plus, l'azithromycine, la clarithromycine renforcent l'efficacité de l'ivermectine. Donc, ça fait aussi coup double. Donc, il y a, si vous voulez, une cascade d'amélioration continue dans ces trois domaines. Et je rajoute aussi, en général, un antihistaminique comme immunomodulateur. Et en plus, ça permet aux gens, en prenant le soir, de dormir un peu mieux parce que la cortisone, évidemment, perturbe le rythme circadien et empêche les gens de dormir. Enfin, comme ils dormaient quand même pas tellement ils étaient mal, ça change pas grand-chose. Voilà, Alors je ne sais pas c'est si j'ai répondu à votre oui, question. oui, tout à fait, je vous remercie parce que c'est précieux pour les personnes qui nous écoutent. Parce qu'il y a quand même, enfin, même si c'est très, comment dire, anxiogène, évidemment, de se dire que notre système immunitaire entier est attaqué et finalement, de partout, ça pénètre de partout la protéine spike. Il y a quand même quelque chose à faire et vous le proposez même du coup sur des Covid qui ont été déclarés il y a un moment du coup. Parce qu'on peut aller jusqu'à quand, même si vous ne garantissez pas évidemment, c'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes, c'est sûr qu'un Covid qui s'est déclaré il y a 2 ans qui n'a pas été traité, bah, les dégâts, il y en a eu de fait et c'est presque même irréversible. Par contre, on peut quand même réussir à... C'est irréversible, ouais, ok. Et du coup, pour les Covid, donc vous dites long, enfin chronique plutôt que long, parce que long, vous dites bien que c'est une durée, que ça va s'arrêter, alors que non, ça ne s'arrêtera pas. Ce traitement-là, vous le prescrivez aussi pour ces personnes-là. Oui, oui, et votre question amène évidemment au fait que, oui, mais comment est-ce que je sais que j'ai un Covid? Pas le savoir. Très sincèrement, si vous prenez ce qu'on appelle en prophylaxie, en prévention, si vous voulez, 3 jours par mois d'ivermectine à la dose de 0,1 mg par kilo,
vous n'aurez pas de Covid chronique puisque ça va se bloquer. Oh, prendre de l'ivermectine, qu'est-ce que c'est? C'est un drame. Vous savez, en Inde et en Afrique, ils en prennent tout le temps, hein. Parce qu'il y a un tout petit peu de racisme dans cette histoire-là. Vous comprenez? Que les nègres, les jaunes doivent prendre de l'ivermectine, c'est pas très grave. Mais que de petits blancs doivent prendre de l'ivermectine, là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais, mesdames, messieurs, remerciez l'ivermectine tous les jours que le bon Dieu fait, en vous disant, si je dois la prendre à une petite dose, 3 jours par mois, et c'est le prix à payer pour ne pas avoir de Covid chronique et les ennuis qui vont derrière, bah, les princesses au petit pois, les gens délicats passent leur chemin, hein. Oui, je vous remercie, docteur. Donc, ce que vous prescrivez, c'est le traitement d'attaque. Puis après, effectivement, de Oui. l'ivermectine à dose de 0,1 mg par kilo pendant 3 jours. Donc, Pendant voilà, 3 jours, effectivement, pour ça des vaut peut-être mois. le coup Pour des mois. de se faire des stocks d'ivermectine tant qu'elle est encore disponible pour l'instant, d'ailleurs, même si les prix sont un peu exorbitants et que c'est difficile. Oui. Il faut Je n'osais pas vous le se... dire, mais tout à fait, tout à fait, tout à Ouais. fait. Et surtout que les rayons vont se vider, que ce soit les rayons des supermarchés ou les rayons des pharmacies vont se vider, parce qu'avec une crise économique et une inflation comme ça, l'inflation, bien entendu, les chiffres sont trafiqués, mais une inflation réelle, tout le monde la voit, tout le monde sait qu'elle est supérieure à 10%. Il y a un moment, là, l'inflation est la garantie des rayons vides. Donc, effectivement, vous avez raison, il vaudrait peut-être mieux faire quelques provisions. Voilà. Alors maintenant, je rajoute, si vous voulez, non pas un traitement, mais une protection de fond de la vitamine K2, D3, parce que la vitamine D3 dirige une cascade de, je crois, plus de 200 processus enzymatiques, bien au-delà du métabolisme du calcium. Donc, vous savez, 25% de la population en Belgique n'a pas de 25-hydroxy dans son sang. Et il y en a encore certainement 50% qui sont carencés. Il y a peut-être 25% de la population qui a un taux correct de vitamine D. Alors, rajouter un peu de zinc, parfois il y a des gens qui ont un peu de mal à le digérer, mais bon, 30 ou 50 milligrammes, et prendre 2 noix du Brésil. Donc, vous voyez que tout ce bazar-là n'est créé que pour tuer les gens d'un côté et enrichir les autres, parce que le traitement, qu'il soit actif ou prophylactique, ne coûte pas cher. L'ivermectine coûte pas cher. Le Medrol coûte rien. La vitamine D3, c'est pas des sommes folles non plus. Les 2 noix du Brésil, pas plus. Un peu de zinc, pas vraiment. On pourrait penser un peu au magnésium également, qui dirige, je crois, plusieurs centaines de mécanismes donc enzymatiques. Donc, avoir un corps, je dirais, métaboliquement solide pour résister à ça, c'est pas une garantie complète, bien sûr, mais enfin, c'est une mesure de bon sens et qui ne grève pas le portefeuille de chacun, sauf pour l'ivermectine, où là, ça a été volontaire. C'est volontaire, évidemment. Non, même aux États-Unis, vous vous souvenez, l'ivermectine a été rétablie dans son activité, hein, voilà, mais en Californie, qui est un véritable enfer sur Terre, mais les médecins ont été tellement apeurés et traumatisés qu'ils n'osent pas en prescrire. Ils n'osent toujours pas en prescrire, même si la très corrompue FDA a dit qu'on pouvait le faire. Et pour l'origine, vous m'y faites penser, l'origine criminelle du Covid, même un être aussi malfaisant, corrompu et détestable que le patron du FBI, je nomme monsieur Christopher Wray, a admis quand même que très probablement ça avait été fait en laboratoire. C'est vous dire que ceux qui vous prétendent que c'est le pangolin, comme on nous l'a dit dans des revues scientifiques en 2021, mais ce sont les mêmes qui étaient à la base de l'édification du Covid en laboratoire, qui voulaient bien entendu faire croire qu'il n'y était pour rien. Je renvoie tout le monde à Robert Kennedy Jr. et à l'étude, d'ailleurs, du professeur Jeffrey Sachs, qui avait été nommé président de cette commission et qui a vu tout de suite les conflits d'intérêts chez les gens qui prétendaient le contraire de ce qu'ils savaient. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'utiliser aussi le terme de dépopulation, hein, parce que clairement on en est là et je pense que si on n'emploie pas ces mots aujourd'hui, on passe à côté on n'a pas compris en fait et du coup
on se le disait en off, mais il y a encore des personnes aujourd'hui qui vont et qui courent à l'abattoir, même d'eux-mêmes. Ça, c'était aussi dit dans des livres. Je me rappelle d'avoir lu l'obsolescence que j'avais rajoutée entre parenthèses, moi, programmée de l'homme en 1956, qui disait que nous sommes des veaux et il faut nous traiter comme un troupeau de veaux, et des veaux iront eux-mêmes à l'abattoir. Monsieur Attali, bien nommé, Monsieur Attali, présent depuis de nombreuses années à côté de nos politiques, l'a déclaré aussi de nombreuses reprises, que les gens iront d'eux-mêmes vers des traitements, etc. Et puis que, à Oui, terme, vous avez dit... oui, c'est Pardon, vrai. du coup, Je peux même vous interrompre sur Attali parce que, excusez-moi, pour Attali, vous avez raison, mais il l'a dit beaucoup dans les années 80. Madame de Vigeoncourt était là d'ailleurs à des dîners, elle l'a raconté, où il ne se cachait pas que la dépopulation, c'était... Mais il avait écrit un bouquin d'entretien, où il s'était entretenu avec je ne sais plus qui, et où il expliquait clairement qu'il fallait dépopuler. Et ce bouquin, il l'a fait retirer partout, y compris de la Bibliothèque nationale, mais j'ai une amie qui m'a gentiment recopié ce qu'il avait dit précisément, et ça fait quand même froid dans le dos. Mais on se demande pourquoi M. Attali a fait retirer tout ça. Oui, et puis il avait dit dans une émission, je sais plus, je crois qu'en plus c'est l'émission où il fait à la journaliste en face juste le signe très pédant, alors lui qui ne porte pas de masque, de faire le geste de remettre son masque, enfin bon, mis à part. Et il explique qu'en fait, il y aura effectivement ce que vous avez dit également, qui voulait réduire la population de façon majeure, et que le reste seront des esclaves de leur système. Donc voilà, c'est ouvert. En tout cas, maintenant c'est dit. Effectivement, ça a du mal à sortir sur les médias mainstream, et c'est ça aussi la difficulté qu'on a. Mais je pense qu'on est quand même, si on veut faire un tout petit peu d'effort et se renseigner correctement, on peut trouver rapidement les informations et avoir les infos d'autres pays aussi, parce qu'en France, on est quand même particulièrement, je sais pas en Belgique, vous, comment ça se passe trop au niveau des infos, mais on est bien mis sous cloche. C'est-à-dire qu'il y a quasi rien qui filtre, qui soit dissident, qui soit juste un petit peu questionnant, finalement, simplement, questionner différemment, et remettre en cause la doxa. Ça ne se passe pas en France. Oui, je pense que en Belgique, c'est un peu moins pénible pour la raison que c'est un pays qui est très difficilement gouvernable et où le pouvoir exécutif n'a pas la puissance qu'il a en France, ni même dans une royauté un peu suspecte qui est un peu au nord de chez nous et qui est la Hollande, qui massacre ses agriculteurs comme en France. Mais quand je dis massacrer, c'est vraiment massacrer au sens premier du terme. En Belgique, ça se passe moins, je dis, parce que l'exécutif est plus faible. Nous n'avons pas droit au bannissement de l'utilisation de Rumble ou des choses comme ça. Du moins, pas encore. Mais puisque nous parlons de complot, il faut savoir quand même, pour les dernières minutes de l'émission, je pense, qu'il y a une rationalité à tout ça, et que c'est une rationalité qui est au-delà de l'argent. Les gens qui font une analyse marxiste du problème en disant c'est le pognon, c'est le pognon. Donc, le pognon est une des déclinaisons du pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir en lui-même. Non, ici, nous sommes face à un complot messianique, je le répète, dont les buts, vous les avez rappelés, et dont la mise en place est un processus apocalyptique. Qu'on relise l'Apocalypse de Saint Jean, nous verrons bien aujourd'hui, et je crois que les Espagnols l'ont vu, que les déluges, ça se crée, que les Turcs savent que les tremblements de terre, ça se crée également. J'ai même d'ailleurs les deux gouverneurs de Caroline, Caroline du Nord et Caroline du Sud, qui ont demandé aux militaires d'arrêter HARP. Ils avaient quand même compris que c'était fait à la main, ces cyclones. Donc ça, c'est un cavalier de l'Apocalypse. Nous venons de parler du deuxième, c'est-à-dire les épidémies. Le troisième, c'est la guerre. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient et en Ukraine en entendant mieux. Et donc, vous avez l'effondrement économique qui est en place, puisqu'il y a une disparition de la confiance dans la monnaie, l'inflation qui n'est que la traduction de la perte de confiance dans la monnaie. Donc, ces quatre cavaliers de l'Apocalypse sont là. Donc, nous allons passer inévitablement, puisque les gens d'en face, comme je les appelle, et nous-mêmes, dans un processus apocalyptique, et vous savez qu'il y a les tribulations et l'Armageddon. Mais ce que je dis, ce n'est pas simplement le prêche d'un chrétien, c'est simplement l'analyse rationnelle froide de ce que les autres disent en face et de ce que nous voyons.
Du coup, de ce que j'entends et peut-être qu'on va se le redire, vous l'aviez dit déjà avec Éric Louridan, mais est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on pourra éviter ça? Est-ce qu'on pourra, voilà, en tant que dissident, résistant de la première heure, parvenir à quelque chose et essayer d'éviter ce chaos ou pas du tout selon vous? Non, je crains qu'il vient soit le déclenchement réel de l'apocalypse, c'est-à-dire que ah, nous avons droit à un peu de censure électronique. Je pense que cette semaine sera très très difficile et un point de départ terrible aux États-Unis parce que les deux camps ont dit qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de l'élection. Bah, là, c'est tout dit, ça fait une guerre civile, on peut tourner ça comme on veut. Alors, est-ce que l'espoir, je pense qu'il ne faut pas être dans l'espoir, il faut être dans l'action, dans le combat, dans l'éthique personnelle, savoir pourquoi on se bat, quelle que soit l'issue qui peut survenir après ce combat. C'est ça qu'il faut faire. Et combattre, c'est également combattre ces mauvaises tendances, c'est-à-dire oui, j'ai été obligé de me faire vacciner, oui, j'ai suivi les ordres, donc, voilà, c'est ce combat-là aussi qu'il faut mener. Mais sinon, pour le reste, nous allons inévitablement passer par la case bon, Armageddon. Est-ce que ça sera joli? Je pense pas. Mais je pense qu'il vaut mieux, si on a de l'énergie aujourd'hui, si on voit ce qui arrive, pour ne pas perdre, non pas l'espoir, mais perdre d'une raison de vivre, c'est de s'en donner à travers le combat et surtout le combat contre soi-même. Je ne me mets pas du tout en dehors. Je vous dis, j'ai eu de la chance de ne pas être dedans, mais j'aurais pu être pire. Donc je ne juge pas les gens, je juge les comportements. Et ces comportements, chacun doit voir midi à sa porte et juger soi-même de ce qu'il fait, il ou elle fait, et de trouver en lui les solutions et ne pas attendre un sauveur, parce que pour l'État, on a donné, on sait qu'il n'y a pas de pire ennemi de l'individu que l'État, mais seulement beaucoup de gens, y compris dans nos milieux, sont des orphelins de l'État. Ils ont compris que l'État ne leur voulait pas du bien, mais ils en sont orphelins, ils cherchent un nouveau sauveur. Alors que deux fois ne vois-je pas, il nous faut Trump, et puis si c'est pas Trump, je ne sais quoi. Et les médicaments, puisque Big Pharma dit ça, on va faire le contraire. Donc c'est aussi très intelligent, très bien. Mais il faut des solutions. Alors, le médicament, on a droit au CDS une semaine, et puis la semaine d'après, c'est l'alcalinisation, la semaine suivante, c'est le NAC, la semaine d'après, c'est le bleu de méthylène, etc., etc. Ça traduit, et c'est ça qui est regrettable dans nos milieux, que des gens qui avaient peut-être compris avant sont malheureusement retombés dans les pires travers des gens dont ils dénoncent à juste titre le comportement. Et si j'ai un message à laisser aujourd'hui, c'est de dire à chacun, vous êtes responsable de votre destinée, prenez-la en main, ne demandez pas à l'État, ne demandez pas un médicament miracle, ne demandez rien. Le miracle, c'est à vous que vous devez le demander et à personne d'autre. C'est parfait comme mot de la fin. Je vous remercie infiniment, docteur. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose d'autre à rajouter. Moi, je trouve que c'est pas mal pour finir l'émission, mais je vous laisse libre éventuellement d'ajouter quelque chose. Je souhaite le meilleur à chacun. C'est tout ce que je peux dire. Merci en tout cas, merci pour votre engagement et merci d'avoir participé à cette émission parce que, encore une fois, je répète, vous êtes très très pris et voilà, vous vous attachez à honorer le serment d'Hippocrate que vous avez fait il y a quelques années et puis soigner et venir en aide aux personnes qui en ont besoin et qu'elles soient, encore une fois, et ça c'était important de le préciser ce soir, injectées ou non. Et puis de pouvoir donner un petit peu de force quand même en reprenant son pouvoir personnel, ses responsabilités en tant qu'adulte et être humain et arrêter d'espérer en un sauveur effectivement puisque nous l'avons bien vu, ce problème est bien plus vaste et nous dépasse bien plus qu'un simple Covid, même si dévastateur, le plan est bien plus important que ça derrière et ça, il faut absolument en prendre conscience. Je vous remercie, docteur. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour une Merci à prochaine vous. émission. En tout Merci à cas, vous. nous, Au revoir. on continue
de se voir et de se parler. Merci infiniment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à, du coup, comme je vous disais, commenter, liker. Vous le savez, c'est pas pour moi, pas pour le docteur couvreur. Il n'a pas besoin de ça. C'est juste pour entendre le message. Et nous ne sommes que des messagers. Nous faisons notre devoir en tant que personne et être humain. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve demain sur TVADP à 20h. Prenez soin de vous, bonne soirée. Ciao, ciao.